c'est important de comprendre comment la faune se développe et évolue dans le temps, notamment en réponse au changement climatique. Bien, donc nous allons enchaîner avec cette table ronde qui va essayer de nous éclairer sur différentes applications concernant le numérique en agriculture et notamment en viticulture. Donc j'ai appelé pour cette table ronde Inès Maranon. Inès Maranon donc, qui va nous présenter des aspects spécifiques à l'initiative Occitanum, donc un living lab, des choses très modernes, avec une chose très participative, extrêmement intéressante. Également à ma gauche, Alexis Fribaud, donc, qui est un chercheur, ingénieur de recherche à un laboratoire une des unités mixtes de recherche que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle le LISA. Il va nous expliquer comment ces innovations technologiques peuvent être au service de ces recherches. Et puis Anthony Clenet, qui est de l'Institut coopératif du vin, responsable de l'innovation viticole. Donc c'est vraiment un titre qui convient très bien à notre problématique d'aujourd'hui et qui va nous montrer comment aussi, dans ses activités, l'Institut coopératif du vin finalement utilise de plus en plus ces questions et ces outils numériques pour accompagner les professionnels de la viticulture. On a également, mais alors pas en présentiel aujourd'hui, mais avec un petit film qu'elle a préenregistré, Sophie Pénavert, qui nous propose un petit enregistrement sur le thème de en quoi le numérique peut aider à connaître son impact carbone, une des problématiques aujourd'hui nouvelles qui s'impose de plus en plus aux vignerons, aux négociants, d'être capables de répondre à la demande de la distribution, à la demande des consommateurs, à la demande des pouvoirs publics sur l'impact carbone qu'il faut connaître. C'est la première des conditions si on veut être capable de le diminuer. On va laisser la parole à Sophie pour quelques minutes, pour 8 minutes à peu près. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je souhaite vous remercier pour l'invitation. Malheureusement, ne pouvant être disponible ce jour, je vous propose une petite intervention en vidéo sur en quoi le numérique peut aider à connaître son impact carbone. Je m'appelle Sophie Pénavert, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin, où je suis notamment en charge de projets d'évaluation environnementale avec 3 autres collègues. On a produit une vidéo de 4 minutes qui explique pourquoi et comment une entreprise du vin peut-elle connaître son empreinte environnementale. Je vous invite à la visionner plus tard pour en savoir plus. Alors, l'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est? C'est la quantification des émissions additionnelles de gaz à effet de serre responsables du changement climatique selon l'approche cycle de vie. Il y a 2 notions importantes là-dedans. Les gaz à effet de serre pour commencer. Il en existe plusieurs, même si le plus connu est le dioxyde de carbone, CO2, il y en a d'autres. Notamment ceux qu'on voit principalement dans la viticulture, le méthane, CH4, et les protoxydes d'azote, N2O. En fait, ils n'ont pas tous le même potentiel de réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même impact sur l'environnement. Là où le CO2 a un potentiel de réchauffement global de 1, le méthane a un PRG de 30, et le N2O, un PRG de 265. L'approche cycle de vie, deuxième élément important. Pour calculer une empreinte carbone, on va calculer toutes les émissions de gaz à effet de serre qui interviennent tout au long du cycle de vie du produit, par exemple, produire du raisin, le vinifier, le conditionner, le transporter, le consommer, etc. Ces émissions, elles peuvent être directes, c'est-à-dire faites à l'endroit et au moment où se passe l'action de production, de vinification, mais elles peuvent être aussi indirectes, c'est-à-dire liées par exemple à la fabrication du carburant, à la fabrication du tracteur, etc. Donc tout au long du cycle de vie du produit, on va avoir des émissions directes et des émissions indirectes, et il faut prendre en compte l'ensemble de ces émissions
pour calculer une empreinte carbone. Donc, vous voyez que c'est complexe de calculer une empreinte carbone. Il faudrait pour cela connaître finalement l'empreinte carbone de la fabrication, par exemple, du carburant, et s'en attribuer une part parce qu'on a consommé X litres de carburant. Donc, forcément, le numérique va nous aider puisqu'on va devoir mobiliser des outils qui nous permettent d'aller chercher dans des bases de données ce qu'on appelle des facteurs d'émission, c'est-à-dire cette fameuse empreinte carbone, par exemple, du carburant, et de la multiplier avec nos données de consommation de carburant à la ville pour avoir l'empreinte carbone. Et puis, il va aussi falloir, du coup, faire intervenir ce fameux PRG en fonction des gaz à effet de serre qu'on va émettre pour rapporter tout à un équivalent CO2 qui est l'unité selon laquelle on exprime une empreinte carbone. Donc, des outils d'empreinte carbone, il en existe plusieurs. Il en existe un qui est très connu, qui a été développé par l'ADEME, qui s'appelle le bilan carbone. Et il existe beaucoup d'entreprises qui ont développé leur propre outil en interne ou outils commercialisés pour connaître son empreinte carbone. À l'IFV, on a décidé d'en créer un qui s'appelle GCVIT. GCVIT, il permet de connaître l'empreinte carbone d'une exploitation viticole. À ce jour, il s'arrête aux raisins récoltés, mais on a des perspectives de développement de cet outil sur le raisin vinifié, conditionné, etc. Et petite spécificité, il prend en compte non seulement les émissions directes et indirectes, mais aussi le stockage de carbone au sol. Je m'explique. Donc c'est un outil GCVIT dans lequel on va venir entrer des données de traçabilité observées à la vigne, qui va mouliner donc tout un moteur de calcul qu'on a créé qui se trouve en ligne, qui fait intervenir ces fameux facteurs d'émission, parfois de la modélisation agronomique et le fameux PRG, pour obtenir derrière les émissions directes au champ, le stockage de carbone au sol, les émissions indirectes liées à la fabrication et au transport de nos intrants, et aussi les émissions dues au transport de personnes. Donc, il exprime des émissions en kilos équivalents CO2 par hectare et par an, et il exprime à différents niveaux. Sur l'exploitation dans son ensemble, par mode de conduite, c'est-à-dire regroupement de parcelles homogènes, et par groupe d'opération. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'objectif, cet outil GCVIT, de définir à l'échelle fine des pratiques quels sont les différents postes d'émission qui vont être responsables des impacts. Donc on va définir pour la taille, pour la gestion des maladies, la gestion du sol sur le rang et dans l'interrang, etc., jusqu'à la récolte, on va voir apparaître quels sont les intrants, quelles sont les pratiques qui sont responsables de l'impact carbone. Et ainsi, définir un plan d'action pour réduire cette empreinte carbone. Donc il faut bien retenir ça, c'est que GCVIT, en plus de prendre en compte émissions directes et indirectes, stockage de carbone, en plus de descendre à l'échelle fine des pratiques, il permet d'établir un diagnostic initial, mais aussi une simulation de changement de pratique. Je montre un exemple. Ici, sur ce graphique, on a la situation initiale et le bâton de droite, la situation avec changement de pratique. On a une ligne de 0. Tout ce qui est au-dessus, ça va être les émissions directes et indirectes. Et en dessous, le stockage de carbone dans le sol. Ici, on est sur une entreprise qui a souhaité évaluer l'intérêt pour elle de changer son encépagement et de passer sur des variétés résistantes qui permettent de diminuer largement le nombre de traitements fongicides. Et on voit donc qu'il y a une diminution importante ici des émissions qui est liée essentiellement au carburant en moins consommé du fait d'un plus faible nombre de passages pour traitement fongicide. Donc ici, on a une empreinte carbone qui a été réduite de 16% par ce changement d'encépagement. Voilà. Autre exemple, un changement de pratique qui est lié à l'entretien du sol. Avant, il était 100% désherbage mécanique. Maintenant, c'est un sol qui est 100% enherbé permanent. Toujours pareil, une situation initiale et un changement de pratique. On voit qu'avec le changement de pratique, on a une légère augmentation des émissions. Ce sont les émissions directes qui sont liées à un passage supplémentaire du tracteur pour entretenir le sol et à des émissions de N2O qui sont liées au couvert végétal en lui-même. Mais on a un stockage du carbone dans le sol qui est largement augmenté avec le changement de pratique, stockage de carbone lié au couvert en lui-même.
Donc on a diminué l'empreinte carbone dans ce scénario-là de un peu plus d'1 tonne équivalent CO2 par hectare et par an. Voilà, j'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais si vous voulez en savoir plus sur GCVIT, vous pouvez voir en replay le webinaire qu'on a fait fin mars 2023 sur le sujet, qui explique comment fonctionne l'outil et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'obtenir. Vous avez des informations sur la page environnement du site vignevin.com, et puis je suis évidemment disponible par mail pour échanger avec vous. Je vous remercie, au revoir. Bien, donc on va remercier à distance Sophie Pénavert pour cette présentation de l'empreinte carbone. Vous voyez bien qu'on est sur des sujets là qui sont vraiment importants dans le cadre de l'atténuation, c'est-à-dire la responsabilité de la filière dans le cadre de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre avec la mesure de l'empreinte carbone. On est vraiment cette problématique de changement climatique. Tout le monde se situe là-dessus aujourd'hui, bien sûr. Alexis, particulièrement là sur peut-être avec le projet MOMAC, vous pouvez nous dire un petit mot sur notamment comment, alors là c'est plus peut-être sur le côté adaptation au changement climatique, comment vous finalement vous suivez, vous développez les outils pour mesurer l'impact des changements climatiques sur les agrosystèmes. Effectivement, merci. Alors, je suis ici en partie pour présenter le projet MOMAC, un projet de recherche pour lequel je travaille. C'est un projet qui a pour objectif, si je peux reprendre les termes, de mesurer la résilience des agrosystèmes au changement climatique. Et par agrosystème, on entend évidemment ici nos parcelles viticoles en climat méditerranéen. Et donc l'objectif de ce projet, ça a été d'utiliser différents capteurs développés par différentes unités de recherche que vous avez présentées, notamment durant votre keynote, notamment l'unité mixte de recherche LISA, le LEPS ou encore d'autres unités en lien notamment avec le Fab Lab. L'idée, ça a été de prendre toutes les innovations développées dans ces unités pour pouvoir les agréger et les amener sur une parcelle viticole, sur une parcelle de vigne, pour pouvoir étudier la résilience de cette parcelle au changement climatique. Donc concrètement, en quoi ça consiste? C'est l'utilisation de capteurs d'humidité du sol, par exemple, d'andromètres. Donc ce sont des capteurs qui permettent de mesurer la variation de diamètre d'une branche ou d'un tronc, et toutes les connaissances également sur des stations météo. L'idée, c'est d'agréger toutes ces données afin de pouvoir avoir in fine l'évolution climatique et l'évolution justement la réponse de notre végétal à cette évolution climatique sur notre parcelle sur une saison. Très bien, merci Alexis. Je vais te demander maintenant aussi aux autres intervenants, alors notamment Inès sur le faudra peut-être présenter en quelques mots quand même le projet Occitanum, mais voir dans quelle mesure il s'inscrit aussi dans ces questions-là d'évolution, notamment par rapport au changement climatique. Oui. Alors, le Living Lab Occitanum, c'est un dispositif qui existe depuis 2019. Il est issu d'un appel d'offres à territoire d'innovation de la région Occitanie. Et son objectif, c'est de voir comment on peut mobiliser les technologies numériques pour accélérer la transition agroécologique et permettre de reterritorialiser une alimentation plus durable et saine en Occitanie. Pardon, j'ai l'habitude. Donc c'est un dispositif, un Living Lab, c'est un dispositif qui regroupe différents types de partenaires qui sont issus du milieu des entreprises, donc avec des startups du numérique, des milieux académiques et de la formation, donc avec des chercheurs ou des enseignants, et des collectivités. Voilà. L'idée, c'est de travailler à partir des besoins exprimés par les collectivités, les coopératives, pour essayer de trouver donc, des solutions numériques qui s'adaptent à ces besoins. Donc aujourd'hui, Occitanum, par exemple, c'est une 50aine de partenaires avec 13 sites expérimentaux qui sont répartis sur l'Occitanie et 7 Open Labs donc, qui sont adossés à des problématiques agricoles, dont la problématique en viticulture avec l'Open Lab Viti. Voilà. Donc si je parle juste de l'Open Lab Viti, depuis 2020, ça a été un des premiers Open Lab à se créer en Hérault, avec une dizaine de partenaires, donc issus de l'enseignement avec INRAE, l'IFV, Agrotique, voilà. Et puis avec les CUMA aussi qui nous ont rejoints récemment.
et des différentes collectivités qui sont implantées sur 2 régions pour l'Open Lab Viticulture. Un premier site expérimental autour de la cave de la Bastide et du vignoble gaillacois, qui est un vignoble ancien avec je dirais une dynamique d'innovation qui est très ancienne, puisqu'ils avaient participé à plusieurs GOPEI, et donc Occitanum s'est inscrit dans cette continuité, je dirais, d'habitude de travail ensemble. Et puis un deuxième site dans la vallée de l'Hérault, avec différents collectifs là, qui portent des projets assez ambitieux aussi, mais plutôt plus individualisés. Voilà. Donc on a aujourd'hui 7 projets qui sont axés sur l'accompagnement à la transition climatique, la réduction des intrants et la qualité de vie au travail des viticulteurs pour accompagner la transition agroécologique. Voilà. J'ai envie de vous poser des questions parce qu'on parle d'innovation ouverte. Moi, ça me paraît extrêmement important parce que une des grandes questions, vous l'avez compris aussi dans l'introduction, c'est que pour les chercheurs, franchement, ce monde de la vigne du vin est complexe, et c'est normal parce qu'il s'est construit avec une grande complexité, une grande richesse, une histoire particulière. Et c'est parfois assez compliqué pour les chercheurs de terrain de comprendre tout ça. Et de la même façon, notre monde de la recherche, il est à peu près incompréhensible pour des personnes normalement constituées. Parce que aussi, il y a des regroupements de laboratoires, on travaille en disciplinarité, en interdisciplinarité, avec des mots toujours de plus en plus savants et des sigles de plus en plus abscons. Personne, voilà, Alexis a la gentillesse de parler du LEPS, d'AGAP, de LISA, etc. Mais voilà, on voit bien que c'est quand même pas des mots qui sont très parlants ni très attractifs. Donc, la grande force, je pense, de ce genre de laboratoire, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des gens qui se connaissent mal, qui s'aiment bien, au fond, qui se respectent, mais qui se connaissent mal. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ça fonctionne, cette innovation ouverte? Est-ce que, voilà, comment on fait pour comprendre la même chose derrière les mêmes mots? Moi, je parle très, très concrètement. Alors, je ne sais pas si, d'un point de vue de recherche, je ne sais pas si je vais pouvoir m'exprimer, mais en tout cas, d'un point de vue plus pragmatique, l'idée d'un Living Lab, c'est vraiment de partir de l'expression et d'un besoin identifié par un viticulteur. Voilà. Donc, à partir de là, on met en place un processus d'innovation ouverte qui est assez structuré, où on va demander à certains de nos partenaires qui sont spécialisés sur la recherche d'entreprise et la mise en place d'appels à manifestation d'intérêt, d'aller chercher des entreprises voilà, qui seraient intéressées pour collaborer et pour aider à construire des outils numériques sur mesure par rapport à ce besoin. Voilà. Et ensuite, je dirais, on associe aussi des acteurs de la recherche, voilà, autant que de besoin, pour aider à la construction de ce cahier des charges numérique. Voilà. Ensuite, on passe plutôt dans des phases d'expérimentation où là, les viticulteurs qui sont engagés sont assez sollicités. Par exemple, on est en train de mettre en place un projet autour de l'identification des anomalies à la vigne, avec une entreprise qui s'appelle Green Shield et on crée donc une intelligence artificielle, un algorithme sur mesure pour identifier quelles sont les anomalies à la vigne détectables dans le vignoble voilà, du Gaillacois. Donc vraiment c'est du travail à chaque fois qui sur mesure très individualisé par rapport aux besoins exprimés par un collectif de viticulteurs. Merci pour ces précisions et bravo pour ces développements. Je vais demander peut-être à Anthony Clénet, donc responsable de l'innovation viticole à l'ICV, alors sans doute en lien avec le changement climatique, mais peut-être plus largement aussi dans tout le suivi que vous faites, parce que vous avez une relation de conseil permanent, d'accompagnement, initialement des coopératives. Peut-être un mot d'abord sur ce que c'est que l'ICV, comment ça fonctionne, c'est coopératif pour les coopératives, mais pas que, et comment finalement vous en arrivez à développer cette activité de conseil et puis d'utiliser des outils numériques. Merci. L'ICV est un laboratoire d'analyse œnologique et une société de conseil en viticulture et œnologie. J'aurai l'occasion de pitcher un peu plus tard dans la journée, donc je ne vais pas tout dire. Par contre, pour les services viticoles, on a une mission qui est d'accompagner toutes les viticultures. Et dans ce cadre-là, quel que soit le mode de production, d'essayer de trouver des solutions qui les tirent vers le haut et qui permettent notamment d'accompagner des enjeux comme la transition écologique, agroécologique ou le changement climatique. Donc on est à la fois développeur et
distributeurs, utilisateurs de solutions numériques pour nos clients, aussi bien les coopératives en effet qui sont adhérentes puisque l'ICV est une union de coopératives, mais également pour l'ensemble des clients de la filière, domaines ou interlocuteurs type ODG et autres. On a l'occasion de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière. Alors pour illustrer deux sujets, les outils d'aide à la décision par exemple, qui permettent d'accompagner la réduction des intrants, aussi bien pour les intrants phyto que fertilisants que l'eau, hein, ça a déjà été précisé à plusieurs reprises. On a des outils qui sont disponibles et qui accompagnent les viticulteurs. Alors je vais en prendre un qui est utilisé à la fois dans Occitanum et puis dans d'autres cas qui s'appelle Enovio. C'est du pilotage par satellite de l'état hydrique de la vigne. Il est utilisé dans certaines structures là pour suivre à grande échelle l'état hydrique de la vigne et savoir quand irriguer et comment irriguer. Faire des économies d'eau, c'est important, ça va le devenir de plus en plus. Et même si on a accès à l'eau, il faut savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir le robinet, fermer le robinet, etc. Et c'est pas si évident que ça. À des moments, la vigne a besoin d'être stressée, à des moments, elle a besoin de ne pas être stressée, ça a été dit. Si ça s'inverse, ça devient un peu compliqué de produire le raisin qui est attendu. Et puis, il faut qu'on s'adapte aussi au profil de vin recherché, etc. Et donc, il y a pas mal d'éléments techniques là-dessus. Le suivi par satellite permet d'apporter un certain nombre de réponses accompagnées à d'autres éléments. Donc le numérique est jamais une fin en soi et jamais utilisé de manière autonome, hein. On a besoin de faire du conseil à côté, on a besoin de le croiser avec les connaissances et l'expertise du viticulteur. Donc on essaye d'associer un peu tous ces éléments dans le déploiement des solutions numériques. Et puis j'aimerais insister sur un point, c'est que ces solutions numériques, on a souvent tendance à croire qu'elles sont un peu élitistes et qu'elles s'adressent du coup à des viticulteurs qui sont déjà avancés et qui vont être en capacité à investir et à s'approprier les solutions. Il faut savoir qu'on essaye aussi à l'ICV de travailler sur des solutions qui soient déployables à grande échelle, auprès de coopératives ou autres, et qui sont utilisables du coup sans mettre en œuvre de très gros moyens. Et donc équiper chaque parcelle d'une station météo, d'un capteur qui mesure le débit, etc., ça peut être un peu compliqué. Quand on a ces technologies satellites, on peut couvrir de très grandes zones et du coup apporter une réponse peut-être parfois moins précise que celle qu'on aurait exactement sur une parcelle si elle est mesurée, mais qui permettent déjà d'avoir une première étape d'appropriation. Et c'est le cas aussi en fertilisation, où on est capable à la fois d'aller sur des tracteurs qui apportent la bonne dose au bon endroit à l'intérieur de la parcelle en viticulture de précision, mais également de moduler entre les parcelles les apports de fertilisation qui peuvent être calculés et du coup ne pas avoir un programme de fertilisation qui est global sur l'ensemble des parcelles d'une structure, mais de pouvoir définir quand même 2 ou 3 stratégies de fertilisation qui vont permettre de s'adapter par exemple à la vigueur de la vigne mesurée. Merci. Tu dis que le numérique ne s'utilise, d'abord c'est pas une fin en soi, ça s'utilise pas seul. Mais comment on fait la frontière? Comment on accompagne le vigneron finalement là-dessus, sur ce côté où est-ce qu'on met la frontière? D'abord, ça reste toujours un outil, le numérique, comme le tracteur, comme les intrants, etc. Donc du coup, il faut l'utiliser à bon escient, il faut que les viticulteurs soient formés, et les gens qui les accompagnent. Il faut qu'il y ait du conseil qui soit associé et qui soit combiné pour qu'on ne soit pas juste un opérateur qui applique une décision qu'on nous donnerait et qui tomberait du ciel, du cloud en l'occurrence. Du coup, c'est important d'avoir ça et de tout le temps se remettre en question aussi en disant bon, mais on me dit ça, mais comme c'est multiparamétrique, ce système biologique, il y a toujours quelque chose qui va être à moduler et à imaginer un petit peu une prise de recul. Donc il faut être capable aussi de faire ce genre de choses. D'accord, donc c'est pas le numérique qui remplace complètement l'humain, c'est toujours de numérique au service de l'humain et avec un accompagnement de conseil. Alexis, Inès, vous êtes d'accord avec ça? Vous reconnaissez ouais. Je pense que c'est important de le voir surtout comme un outil, et un outil des outils qui sont en train d'être développés, qu'il faut donc apprendre à maîtriser, apprendre à connaître, et c'est pour ça que nous, par exemple, on a des programmes de recherche, des projets de recherche qui sont autour du développement d'outils, justement du développement de ce genre d'outils.
Et dans Occitanum, de la même façon, les animateurs de chacun des Open Labs, ce sont des experts des chambres d'agriculture, donc des conseillers qui accompagnent et travaillent avec les collectifs d'agriculteurs depuis de longues années. Merci. Alors, il y a un autre thème qui a été abordé tout à l'heure aussi, c'est celui de la biodiversité. C'est un mot qu'on n'utilisait pas beaucoup il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est difficile d'éviter cette thématique. Et là aussi, vous êtes probablement à peu près tous engagés sur ces questions-là, mais en particulier Alexis, sur comment on peut finalement utiliser le numérique pour essayer de mieux maîtriser, de mieux développer cette biodiversité. Oui, c'est important de comprendre que lorsqu'on évoque la résilience des agrosystèmes, c'est également d'étudier comment la biodiversité, donc la diversité floristique, mais également comment la faune se développe et évolue dans le temps, notamment en réponse au changement climatique. Et donc l'idée, avant de maîtriser ou de vouloir contrôler justement cette biodiversité, c'est avant tout de comprendre. Et donc c'est important d'utiliser différents outils pour pouvoir mesurer et quantifier à l'état actuel dans nos parcelles ce que nous avons comme biodiversité. Donc par biodiversité, on entend par exemple la diversité floristique, donc les diverses fleurs présentes dans nos interrants, dans nos fossés qui sont auprès de nos parcelles, mais également pour la faune, les différents insectes rampants ou également les oiseaux. Et par exemple, c'est assez intéressant puisque pour les oiseaux, on utilise des enregistreurs sonores que l'on laisse dans les parcelles et qui ensuite vont être étudiés à l'aide d'une intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître les espèces d'oiseaux présentes dans nos parcelles. Et donc ça nous permet d'avoir déjà une référence, de faire un inventaire des espèces présentes dans différentes parcelles et donc même dans des réseaux de parcelles. Et c'est là qu'on arrive à une échelle encore plus importante. On passe de la parcelle au paysage. Vous avez un Shazam des oiseaux alors un peu Exactement. Alors le nom c'est BirdNet. C'est un peu l'équivalent de PlanteNet qui peut être utilisé pour les plantes. Si on a des randonneurs ici, lorsque vous voyez une plante, vous pouvez utiliser l'application PlanteNet qui permet de reconnaître une plante. Et bien BirdNet, c'est la même chose avec le son des oiseaux. D'accord. Donc enregistreur sonore pour identifier ça, des caméras aussi pour... Et les caméras, elles sont branchées sur des espèces de PlanteNet aussi ? Eh bien l'idée c'est ça, c'est également d'avoir des caméras qui permettent automatiquement de reconnaître les espèces de fleurs, les espèces de plantes présentes dans notre rang. Et donc l'idée c'est d'utiliser les bases de données qui sont déjà générées par PlanteNet. D'accord. Vous utilisez des choses comme ça aussi du côté de l'ICV et Occitanum ? Peut-être pas toujours aussi poussé, mais en effet, on suit des projets, parce qu'on se tient au courant de l'ensemble des solutions et de l'écosystème pour pouvoir les prescrire, les préconiser auprès des viticulteurs. Donc sur la détection de maladies ou la détection d'adventices, il y a de plus en plus de solutions qui intègrent l'intelligence artificielle et qui emmènent des capteurs sur les tracteurs pour pouvoir détecter très précisément dans l'interrang et ne traiter de manière très précise qu'au bon endroit. Donc c'est des solutions qui se développent petit à petit en effet. Et j'en profite pour rebondir sur le fait que c'est hyper important dans le numérique d'avoir des capteurs et des choses qui permettent de mesurer. On ne peut piloter que ce qu'on mesure. Si on n'a pas la capacité à vraiment vérifier ce qu'on fait, je vais reprendre l'exemple de l'irrigation, hein, on a des capteurs qui sont des fois simples, c'est le compteur d'eau sans qu'il soit absolument connecté, mais qui permet de savoir combien d'eau on apporte. Et c'est très important parce qu'on peut avoir le plus bel outil de la décision du monde. Si en fait on croit qu'on amène 2 mm et qu'on en a amené 0 parce que c'est bouché, ou au contraire 10 mm, on ne peut pas piloter. Donc à chaque fois c'est très important d'être capable de mesurer sur le terrain exactement ce qu'on fait pour ensuite enchaîner sur les éléments, les étages complémentaires de pilotage. On a l'impression d'un foisonnement, oui. Vas-y Inès, c'est quoi ? Dans Occitanum, alors je n'ai pas l'historique parce que je suis arrivé récemment, mais un des projets fondateurs et le premier, je dirais, besoin qui avait été exprimé par les collectifs de viticulteurs et en particulier les Côtes de Tongue, ça avait été celui de la biodiversité. Et a été mis en place un outil de diagnostic de la biodiversité au vignoble, donc par ce collectif. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui pourront en parler mieux que moi. Et avec le CEN, voilà. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est sorti d'Occitanum et qui vit sa vie. Mais effectivement, ça avait été un des premiers besoins et premiers projets fondateurs de l'Open Lab Viticulture en Hérault. Voilà. Merci. Donc on voit bien un foisonnement d'initiatives et puis de technologies au service de bonnes causes quand même. L'adaptation, l'atténuation, la biodiversité.
Et quand on est vigneron, finalement, comment on fait pour s'y repérer dans ce foisonnement? Alors, il y a un mot que j'ai appris à cette occasion-là depuis quelques années, mais c'est l'interopérabilité. On ne parlait pas de ça avant non plus, mais aujourd'hui, on est obligé de... Comment est-ce que s'assure effectivement que le vigneron ne va pas se noyer dans tout ça? C'est important, ouais. Alors, ça fait partie des éléments de conseil, du coup, de pouvoir accompagner les viticulteurs déjà dans la définition d'une stratégie, d'un objectif, et de choisir des solutions en bonne adéquation avec ces objectifs, d'essayer de construire des chaînes qui sont en effet le plus communicantes possible. L'interopérabilité, c'est ça. Alors, c'est jamais très évident. On a pas mal de viticulteurs, de structures type coopérative ou autres qui viennent nous voir maintenant petit à petit et qui nous disent j'ai investi dans telle solution, telle autre solution, etc. Et puis au final aujourd'hui j'ai un truc qui est un peu un gloubi-boulga, je ne sais plus trop comment m'en sortir, etc. Donc on va essayer de refaire un diagnostic avec eux. C'est une prestation de conseils qu'on fait pour essayer de reconstruire, redéfinir un peu les axes et de les aider ensuite à trouver les petits connecteurs, les petites choses. Alors c'est un peu géotrouve-tout des fois, mais on va essayer justement d'améliorer les liens. Il y a pas mal de solutions numériques maintenant qui existent, qui ne sont pas toujours très simples à s'approprier, mais qui permettent de gérer les petits échanges, les petits bouts qui manquent par-ci par-là, et pour lesquels les éditeurs ou les apporteurs de solutions ne pensent pas forcément, ou c'est un petit peu en dehors de leur zone. Et pour mettre le lien un petit peu dans tout ça, on va accompagner aussi et définir des petits verrous, lever des petits verrous qui sont entre les solutions. C'est un souci aussi pour vous, l'interopérabilité? Oui, c'est... Alors pour revenir sur le côté des vignerons, nous c'est une part importante du projet. On essaye de développer des différents outils de communication pour que les vignerons puissent à leur tour utiliser les résultats que l'on obtient et communiquer autour de la biodiversité présente au sein de leur parcelle, et donc s'ils le désirent derrière pouvoir la communiquer à leurs consommateurs. Ok, alors oui, Inès? Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un des besoins exprimés aussi par les vignerons qui travaillent avec nous. Et par exemple, on a aussi un projet sur les cartes de vigueur avec une société là, où on va passer à la diffusion à grande échelle. Qui travaille sur donc, des logiciels qui puissent... Et l'une des conditions qui avait été exprimée justement, c'est que ces logiciels soient adaptables à toutes les cartes et à tout type d'épandeur. Voilà, pour justement qu'on n'ait pas à chaque fois à retravailler cette interopérabilité. Voilà. Et Alexis, vous avez aussi en phase de test un outil qui permet de suivre l'évolution de la taille des baies? Oui, exactement. Alors ça, c'est encore un prototype, c'est encore en phase de test, effectivement, mais l'objectif, c'est toujours à l'aide d'une caméra de pouvoir suivre le remplissage des baies. Le remplissage des baies en sucre. Et donc l'intérêt, c'est à l'aide de cette caméra d'être capable, à l'aide d'une intelligence artificielle, de reconnaître les baies sur une photographie et ensuite, entre différentes photographies sur une saison, de pouvoir mesurer le volume de ces mêmes baies. Et donc l'intérêt, ce sera toujours effectivement dans cet objectif d'étudier la résilience des agrosystèmes, d'avoir une réponse supplémentaire du végétal au changement climatique. Donc on peut imaginer que ça peut aussi être un outil de monitoring pour la gestion de l'eau. Oui, et bien évidemment, il faut essayer de voir ça à l'échelle globale. Et donc, évidemment, la gestion de l'eau, effectivement, qu'on pourra sûrement obtenir des réponses au moment des périodes d'irrigation. Ça pourra même, d'ailleurs, servir d'appoint à la décision pour l'irrigation. C'est les objectifs, justement, de ce projet. Cette gestion de l'eau, aujourd'hui, on voit bien que c'est un enjeu de plus en plus fort. C'est des lieux d'arbitrage importants. C'est des soucis très importants pour les vignerons. Soit pour bien régler tout ça quand ils sont en zone irrigable, soit pour trouver les solutions alternatives quand ils sont en zone plus compliquée pour l'accès à l'eau. Comment est-ce qu'on utilise aussi, quels conseils on donne à ces vignerons-là alors? Alors, c'est pas une question très facile, mais par contre, un constat, c'est que, et j'espère que ça va changer maintenant assez rapidement, mais il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour piloter l'eau, l'irrigation, etc. Et jusqu'à maintenant, c'était un marché qui était assez peu avec assez peu de réponses. C'est-à-dire que les viticulteurs s'orientaient plutôt vers d'autres types de pilotage que vers le pilotage de l'eau, sans doute parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'eau, peut-être trop encore, et ce qui fait que même dans le cadre du conseil à l'irrigation, les contrats n'étaient pas si nombreux que ça.
Alors c'est en train d'évoluer, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer rapidement là, à la force des choses, mais la plupart des solutions elles existent aujourd'hui, donc il faut s'en saisir et puis les utiliser pour mettre en œuvre ce pilotage. Merci. J'aurais une dernière question avant les questions de la salle, mais à la fois on est fasciné par les solutions, les combinaisons de solutions qui nous arrivent avec le numérique, puis ça rend plutôt optimiste parce que les défis sont quand même lourds. Mais en même temps, on a toujours une petite interrogation, on se dit mais aujourd'hui on commence à nous parler de pollution numérique et tout ça. C'est quoi les limites? Est-ce qu'on arrive à maîtriser en même temps ce foisonnement et puis éventuellement quelles limites on voit? Comment il faut le gérer peut-être déjà avec certaine parcimonie ou certaine intelligence des situations? Comment est-ce qu'on voit ça? On s'en soucie aujourd'hui de ça aussi? Moi je pense que c'est un sujet important, en effet, il ne faut pas, sans tomber dans le pessimisme, mais il faut être frugal comme dans tous les domaines, et donc il faut choisir les solutions numériques qui sont une réponse à ce qu'on se pose comme question, et pas forcément vouloir tout prendre, et puis du coup jeter, avoir une quantité de données phénoménales acquises et accumulées, et puis finalement on s'en sert pas. Trop d'informations tue l'information aussi, donc il faut savoir bien choisir. Alors c'est vrai que l'écosystème il est extrêmement foisonnant, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. À nouveau, hein, c'est là que le conseil peut aider et qu'il faut apprendre. On fait des erreurs, on va reprendre une autre solution, etc. Et puis faire attention à l'équipement. Vous avez cité tout à l'heure la high-low tech mise en œuvre au MAS numérique. Je pense que c'est une solution aussi pour équiper du matériel existant, le rendre high-tech, mais même si il est ancien, ne pas forcément le changer, le jeter et le remplacer par autre chose. Donc il y a des solutions qui permettent de faire à bas coût économique et à bas coût environnemental, on va dire, par rapport au numérique. Merci, c'est rassurant. Inès, c'est aussi de votre souci? Oui, non, je voulais m'associer à son discours, puisque nous, un des membres fondateurs, c'est justement Agrotic et le MAS numérique, on travaille beaucoup avec eux. Et donc, c'est vrai qu'ils ont une réflexion. Moi, ce que j'ai compris des messages qu'ils envoient, c'est que parfois, il faut faire simple. Voilà, c'est pas la peine de faire des choses très compliquées. Le plus simple peut être le plus efficace. Et aussi, beaucoup de réflexions aujourd'hui qui s'engagent sur le recyclage des capteurs, de tous les matériaux qu'on peut utiliser. Et donc, peut-être en tant qu'acheteur, voilà, de technologies numériques, peut-être faire attention aussi à ce genre de choses. Alexis? Alors j'aimerais rebondir, c'est vraiment intéressant. En fait, l'idée, par exemple, nous au sein du projet, c'était pas d'utiliser des capteurs pour créer de la donnée et ne pas s'en servir. L'intérêt, ça a été réellement d'utiliser les différentes connaissances au sein de différentes unités de recherche pour ne pas repartir de zéro et ne pas justement refaire des erreurs qui ont déjà été faites. En fait, partir des connaissances et des compétences qui sont déjà acquises par certaines personnes dans nos prototypes pour avancer plus rapidement et tous ensemble. Merci pour ces précisions, ces messages plutôt encourageants, plutôt qui nous questionnent, mais qui nous apportent aussi des pistes plutôt optimistes pour l'avenir. J'imagine que toutes ces informations-là ont peut-être suscité certaines questions dans la salle, et je crois qu'on a quelques minutes pour s'y consacrer. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Comment ça se passe? Ok. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ouais. Vous vous présentez en un mot? Bonjour, Élodie Ledréan, agence ADOC. Pour Occitanum, vos projets, en fait, comment vous les sourcez, entre guillemets, comment ils émanent? Est-ce que c'est vraiment des projets qui émanent des producteurs, ou est-ce que vous montez ça avec la recherche? Comment naît un projet porté par Occitanum? Question piège. S'il marche. Oui, c'est une bonne question. Donc, je vous le disais, les projets innovants, ils sont vraiment issus des problématiques portées par les collectifs sur les territoires d'Occitanie. Ensuite, les animateurs des chambres d'agriculture qui accompagnent ces collectifs déjà échangent et regardent un peu si ce sont des projets qui sont faisables. Et ensuite, les propositions d'innovation sont remontées à un COMEX, donc c'est une gouvernance partagée du Living Lab qui regroupe des représentants de l'ensemble des partenaires, y compris donc
les collectifs qui sont représentés par les animateurs des chambres d'agriculture. Et donc il y a un choix, parce que bien sûr on ne peut pas tout porter en même temps, mais voilà. Et donc ce qu'on regarde, c'est plusieurs critères dans ce COMEX. C'est à la fois que ça soit, bien sûr que ça concerne du numérique, que ça a l'air une évidence, mais bon, mais que ça concerne de l'agroécologie, c'est-à-dire que bon, voilà, faut quand même qu'on soit dans ce cadre-là, puisque l'idée c'est d'accompagner la transition agroécologique, que ce soit des projets qui soient construits en multi-partenariat, et là Occitanum peut vraiment aider grâce à l'ensemble de ses partenaires, en particulier par exemple Azoy, qui est spécialisé sur le sourcing d'entreprises et qui peut aller chercher des partenaires pour les collectifs d'agriculteurs. Donc voilà, mais en tout cas il faut que ce soit multi-partenaire, et que ce soit fait en mode innovation ouverte, c'est-à-dire avec une réflexion partagée, puisque l'idée c'est de pouvoir partager l'ensemble des innovations trouvées avec les partenaires d'Occitanum et des différents territoires regroupés. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez une autre question? Non, pas de question? Alors tout est clair, a priori. J'espère que c'est ça. C'est pas qu'on vous a endormi avec ces solutions. Pas de questions supplémentaires? Peut-être Marie, vous avez une question? Non, moi j'ai pas. Non, vous pas savez spécialement. tout déjà. Voilà. Ouais. Bon. Non. Eh ben merci. Alors, on va remercier à ce moment-là nos intervenants. Merci Inès, merci Alexis, merci Anthony. Et donc on va passer à l'étape suivante.